pourquoi est-ce qu'on parle pas des choses qui vont bien aussi? Et je lui dis: «Bah, les choses qui vont bien, ça sert à rien d'en parler, elles vont bien». Et il me dit: «Bah non, au contraire, c'est hyper important». Dans la culture américaine, on dit toujours: «C'est 3 compliments pour un point amélioré». Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, il n'y a que des décisions qu'on rend bonnes. Il faut prendre la décision et la rendre bonne dans le sens où, ben, ce qui se passe par la suite démontre que c'était la bonne décision à prendre. Et en fait, pour moi, ça met beaucoup moins de poids sur la décision elle-même, mais plus sur les actions qu'on peut mener, par la suite qui, découlent de cette décision de s'assurer que, bah, voilà, on est en phase avec ces actions-là. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Hello Claire, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Salut Paul, enchantée d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer cet épisode, je vais te laisser te présenter, m'expliquer d'où tu viens, tes origines, résumer ton parcours en 2 minutes et m'expliquer également tes fonctions actuelles. Mmh. OK. Donc je suis née en France, en Savoie, mais j'y ai passé une année. J'ai été expatriée pendant la plupart de mon enfance. J'ai été en Australie, aux États-Unis, en Mauritanie, en Syrie, donc des pays, plus ou moins exotiques. En tant qu'adulte, j'ai fait donc mes études en France, école de commerce, j'ai commencé en conseil en strat. Très rapidement, j'ai vu que j'avais besoin d'avoir un job beaucoup plus opérationnel, donc j'ai rejoint eBay en tant que product manager, puis ensuite PayPal où, j'ai occupé plusieurs fonctions en produit, en business développement. Après 4 ans à Paris, j'ai été, on a décidé de partir à l'étranger avec mon mari et du coup, j'ai pu y aller avec PayPal. Donc je me suis retrouvée à New York, où, j'occupais une fonction de general manager, dans les, paiements personnels. Et plus récemment, j'ai rejoint Dataiku, qui est donc une, entreprise spécialisée dans la data science pour les entreprises, où je m'occupe des clients stratégiques. Super. On va revenir justement sur ta carrière. Si on revient à l'origine de ton goût pour l'expatriation, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton enfance? Tu parles de la Syrie, la Mauritanie, c'est pas des pays qui sont très classiques pour grandir, on va dire. Comment est-ce que tu as vécu ton enfance? Comment est-ce que tu as grandi dans ces pays-là? Mmh. Alors en Syrie et Mauritanie, ça correspond au moment où j'étais, on va dire une jeune adulte. Donc effectivement, j'étais très affûtée sur les différences culturelles et sur, le fait que j'étais extrêmement chanceuse en fait de vivre, cette expérience hors du commun. Donc la raison, mon père, travaillait dans le pétrole, donc c'était des destinations, on va dire classiques, pour ce type de métier. En Syrie, j'ai eu l'occasion de faire mon premier stage. Donc à l'époque, c'était Arthur Andersen qui m'avait recruté pour donc, 1 mois et effectivement, ça m'a permis de découvrir le monde de l'entreprise sous, le prisme donc, syrien avec, tout son lot de surprises, relations hommes-femmes, comment marche la hiérarchie, dans ces cabinets-là, qu'est-ce qu'on a le droit de dire et qu'est-ce qu'on a le droit de pas dire. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire justement et de pas dire, et comment est la relation homme-femme? Comment c'était toi qui, parce que tu étais jeune diplômé à cette période-là, comment est-ce que tu t'es positionné dans cette entreprise, dans cette antenne et dans ce pays-là? Alors, je pense que j'ai bénéficié de beaucoup de grâce de la part, des personnes qui étaient dans le cabinet parce qu'ils savaient que j'étais étrangère, que j'étais française et que je ne connaissais pas forcément toutes les us et coutumes du pays. En revanche, on m'avait dit: «Interdiction de parler de politique». Ok, très bien. Et la vie au quotidien, tu travaillais uniquement en interne ou tu avais également affaire aux clients? Comment est-ce que ça se passait là, ta Alors vie en c'était, Syrie? surtout une mission interne et donc ça visait à comprendre, les enjeux, RH au sein, de ce cabinet donc d'audit de recommander, des manières, de faire pour, améliorer la performance, améliorer l'égalité homme-femme,
et tout autre dysfonctionnement que je pouvais, repérer. Après j'étais, toute jeune, hein, j'étais en 1re année d'école, donc certainement très naïve sur plein de sujets. Mais voilà, mais une chose que j'avais remarqué qui m'avait vraiment, fait sourire, c'est qu'on pouvait, voir le l'importance d'une personne, enfin en tout cas d'un homme, à la taille de son ventre. Plus le ventre était gros, plus ça voulait dire que cette personne était gradée et c'était un signe social, reconnu, et auquel il fallait pas faire exception. OK. Donc mmh, Intéressant comme anecdote. Ça me rappelle une anecdote au Vietnam où justement, les Vietnamiens, dans les campagnes notamment, quand ils ont bien mangé un beau repas, ils ont l'habitude de mettre leur t-shirt sur, leur ventre, gonflé par, justement la nourriture pour montrer justement, la réussite et le fait qu'ils aient bien mangé. Donc voilà. ça ressemble et à travers les cultures justement, on a différents rapports à cela. OK. Et tu l'as dit, tu t'es expatrié, en 2014 quand tu passes de PayPal France à New York. Quelles ont été les différences notables, en arrivant entre, la France et New York? Et finalement, est-ce que ça t'a vraiment surpris comme environnement, toi qui avais passé déjà ton enfance à, voyager dans des pays beaucoup plus excentriques? Oui, tout à fait. Bah, déjà, peut-être juste un mot sur pourquoi on a décidé de s'expatrier en tant qu'adulte, parce qu'autant dire que quand j'étais enfant, c'était pas forcément un choix personnel, Tout à c'était fait. un choix subi. Après, j'ai été absolument ravie, j'ai trouvé ça super enrichissant. Mais en tant qu'adulte, donc déjà, mon mari a été dans la même situation que moi. On est tous les 2 des expatriés. Lui, il a fait, d'autres destinations, Venezuela, Indonésie, et je pense qu'on s'est vraiment retrouvés sur ce sujet-là. On s'est rencontrés à Paris, on a fait nos études à Paris, premier job à Paris, et en fait, rapidement, on a eu envie d'autre chose et surtout on s'est dit, bah, dans notre parcours, le fait d'avoir été expatrié, d'avoir été confronté à d'autres cultures, ça a été extrêmement riche et on veut offrir cette chance-là à nos enfants. Nos 2 enfants sont nés et là, c'était OK, où va-t-on? Donc on avait fait une shortlist de 3 destinations en fonction de nos métiers respectifs et qu'est-ce qui était possible, et c'était le premier qui décrochait une offre d'emploi, l'autre suivait. Qu'est-ce que c'était Mon comme mari shortlist? alors la shortlist, c'était, New York, San Francisco et Singapour, D'accord. qui étaient les 3 destinations qui marchaient pour tous les 2. Mon mari a obtenu en premier le poste à New York. J'ai pu négocier avec PayPal, pour, être envoyée là-bas et c'est comme ça que ça s'est fait. Au départ, on était partis pour rester 4 ans là-bas et là, ça fait 10 ans qu'on y est. Je pense que le choix de New York et de Brooklyn en particulier, qui est une communauté, super cosmopolite, où on rencontre vraiment des gens extraordinaires, tous les jours, y contribue, largement, et mine de rien, c'est quand même pas si loin que ça de la France. Donc ça permet de rentrer, de facilement, tous les étés. Donc là, on a trouvé un bon équilibre de vie. Et alors, sur la question de qu'est-ce qui a été le plus étonnant? Effectivement, moi, je pensais vraiment arriver en terrain conquis en me disant, «Je connais très bien, je bosse pour une boîte américaine, je fais énormément de voyages aux États-Unis déjà, je vais en Californie, donc 2 fois par an. J'ai habité dans ce pays en en tant qu'enfant et je parle couramment la langue». Donc je pensais vraiment maîtriser, la culture américaine. J'ai un ami qui m'a quand même dit: «Claire, j'ai un livre que je te recommande». Donc c'est, alors il s'appelle «Français et américain, l'autre rive», le livre de Pascal Baudry. Il me l'a recommandé en me disant, «On a le on pense qu'on est très similaires, les Américains et les Français, mais il y a des différences notables et ça vaut le coup de lire le livre pour, pas, trop commettre d'impairs». Donc j'ai lu ce livre et D'accord. un des enseignements, et ça je le vois absolument tous les jours et notamment maintenant que je travaille dans une boîte française qui, s'est fortement implantée aux États-Unis, où les Américains ont un biais, pour l'action qui est certain. En fait, l'accomplissement est dans, le doing, le faire, l'action, et les Français, on aime bien passer du temps à comprendre et à bien analyser et à bien cerner un problème, et c'est, plus la compréhension totale d'un problème que l'action qui est valorisée, et ça crée vraiment, un potentiel, enfin ça tire Gap? gap, exactement. On va pas forcément dans la même direction et ça crée des frustrations des 2 côtés. L'un, bah, OK, c'est super, ça fait 2 heures qu'on discute, mais on n'a rien décidé, on n'a rien construit, on n'a rien avancé, et l'autre, oui, c'est super d'avancer vite, mais si on fait n'importe quoi, bah, on va dans le mur. Voilà, et moi, je suis persuadée
que, la vérité, elle est au milieu. En fait, il faut comprendre, et j'aime bien la règle du 80-20 pour ça, hein, donc appliquer une règle du 80-20 pour comprendre suffisamment, mais surtout se mettre à agir avec dans l'optique, on peut itérer, on peut commencer, pas forcément, de manière parfaite, apprendre et passer à la suite, rapidement. Et dans ton management, si tu appliques cela aux États-Unis, quand tu contextualises peut-être pour donner un peu plus de hauteur de vue et quand tu contextualises peut-être auprès de tes salariés américains, comment est-ce que eux ils le prennent? Est-ce qu'ils prennent ça justement comme un plus? Mmh. Comment ils le vivent? Oui, alors effectivement, j'aime bien dire que je comprends bien les 2 cultures et que je peux être une traductrice entre les 2 cultures et donc quand je vois que ça coince, que ça bloque, que donc j'ai une équipe effectivement qui est multiculturelle, que j'ai composée de A à Z et que j'ai voulu construire de cette manière-là et je vois bien, les différences culturelles au quotidien et donc ce que je m'efforce de faire, c'est les traduire. Ou alors j'ai un nouveau chef qui est arrivé, qui est, américain, qui, n'a jamais travaillé avec des Français dans le passé et je voyais certaines frustrations, à ne pas comprendre pourquoi, les Français, par exemple, heu, il y a des comportements chez les Américains qui peuvent être, comment dire? Considérés comme un peu naïfs, par les Français ou un peu exagérés. Donc cette tendance, par exemple, des Américains à dire que tout est awesome, tout est great. En français, on est très avare de compliments. Donc tout de suite, on va être, un petit peu, dubitatif ou sceptique en se disant: «Mais est-ce que c'est vraiment, authentique?» Pourquoi, utiliser l'hyperbole alors que, il y a toute une panoplie de mots qui permettent de graduer, l'appréciation d'une situation? Donc tout de suite, ça crée de la méfiance. Une question liée à, ta vie actuellement, aux États-Unis ou à ton enfance. Quel a été le plus grand défi culturel que tu aies justement rencontré? Une anecdote en particulier qui me revient, tout de suite, à l'évocation de cette question, c'est, donc quand je suis arrivée aux États-Unis chez PayPal et je me suis retrouvée à diriger une équipe qui était essentiellement composée d'Américains et il fallait donc, faire du feedback sur le travail et j'ai fait du feedback à la française, c'est-à-dire insister surtout sur les points négatifs, sans forcément, mentionner les points positifs. Et je voyais donc la personne en face de moi, qui avait vraiment pas l'air contente et je lui dis: «Écoute, voilà, enfin, l'idée c'est de progresser, c'est du feedback constructif et cetera» et cette personne me dit: «Mais OK, très bien, là je sais tout ce qui, va pas, mais pourquoi est-ce qu'on parle pas des choses qui vont bien aussi?» et je lui dis: «Bah, les choses qui vont bien, ça sert à rien d'en parler, elles vont bien». Et il me dit: «Bah non, au contraire, c'est hyper important» et dans la culture américaine, on dit toujours: «C'est 3 compliments heu, pour Un une point à critique, améliorer, oui. OK. pour un point amélioré». Exactement et d'ailleurs, on parle pas effectivement de critique, on parle de point d'amélioration parce qu'une fois de plus, c'est toujours comment tourner les choses positivement, positive reinforcement, pour pas que ce soit perçu négativement. Donc ça a été un premier défi parce qu'il a fallu vraiment que j'ajuste mon style parce que je me suis rendu compte que c'était contre-productif et quelque part que j'ajuste mon style aussi en fonction de la nationalité de la personne que j'avais en face de moi. Donc effectivement, plus, aller sur le positive reinforcement avec les Américains, et pas forcément avec, les Français qui, eux, au contraire, disaient: «Bon, très bien, les choses qui vont bien, ça me va, mais moi je veux surtout apprendre, les points d'amélioration, c'est surtout ça qui m'intéresse». Et le deuxième étonnement culturel, ça a été avec, mon chef américain, sur là aussi, la manière de formuler du feedback. Donc je me sentais toujours je présentais un projet et je lui disais: «Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça avance bien?» et là, il m'a dit: «Je te suggérerais, de, partir dans cette direction» et moi, j'ai compris le «je te suggérerais» comme, à la française, à savoir, c'est une suggestion alors qu'en fait, c'était absolument pas une suggestion, c'était, un ordre en quelque Mmh. sorte et une fois de plus, formulé à l'américaine avec beaucoup de pincettes, de manière très indirecte, pour que ce soit pas perçu comme, trop brutal
Voilà et donc là, je me sentais toujours parce que, 2 semaines plus tard, il me demande: «Alors, tu l'as fait?» Je fais: «Bah non, tu m'as dit que c'était une suggestion, pour moi, j'ai pensé que c'était pas forcément, une bonne idée, donc je l'ai pas fait» et là, j'ai bien compris qu'effectivement, j'avais eu tort et je me suis, bien sûr empressée de le faire, par la suite. Voilà. Donc quand un Américain dit: «I suggest that you», en général, c'est do it. C'est pas dire. Tu as dû faire évoluer ta posture managériale au fil de ta carrière. Mmh. Hem, Là, tu es actuellement, chez Dataiku, où tu es sur une position, globale. Oui. Comment justement tu fais évoluer ta posture managériale d'un poste national à, un environnement plus global? Il y a plusieurs angles. Il y a déjà effectivement, comprendre les différents marchés, et leurs différences, on va dire, business d'un point de vue chiffres et cetera. Ensuite, il y a recruter, les bonnes personnes, donc qui vont être à même parce que donc effectivement j'ai un poste global, mais j'ai une équipe, d'une quinzaine de personnes qui, pour le coup, est régional. Donc ça me permet quand même d'être bien en phase avec, les différences régionales et d'avoir des relais régionaux qui fonctionnent bien et ensuite, pour moi, enfin, ce qui a été le plus utile, c'est, la lecture. Je lis énormément et il y a un autre livre que j'ai lu depuis qui permet d'aller plus loin que juste la différence français-américain, mais de comprendre donc les différences, culturelles au niveau mondial, qui s'appelle The Culture Map. Donc c'est un livre de Reid Meyer et ce livre, en fait, compare sur 6 axes, les différents pays. Donc par exemple sur, l'axe de la communication. Est-ce que c'est une communication directe ou indirecte? Donc là, typiquement les Français et les Américains, on est radicalement opposés sur ce sujet. Un autre axe qui est super intéressant, c'est l'axe de comment donner du feedback. Donc là, pareil, est-ce que c'est direct, indirect? Et là, à nouveau, les Français, on est radicalement, opposés, mais dans l'autre sens, voilà. Et qui explique pourquoi. Qui explique que c'est, lié à, elle parle de low context and high context countries et donc c'est super intéressant, déjà pour mieux se comprendre soi, en fait et pourquoi est-ce qu'on réfléchit de cette manière-là? Pourquoi est-ce que, on dit souvent, par exemple, que les Américains, ils ont beaucoup plus de facilité à, lier connaissances et à parler, que les Français qui, ont besoin d'un peu plus d'informations, et on va dire de forme Mmh. avant de pouvoir, engager la conversation avec quelqu'un. Ça, c'est lié effectivement au passé des pays. Donc notamment, les États-Unis, un pays qui s'est construit, avec, plein de personnes, de plein de pays différents qui, déjà devaient trouver une langue commune et qui pouvaient pas forcément, hem, connaître tout sur une personne pour pouvoir engager une conversation. Voilà, donc ça, la lecture, pour moi, c'est ce qui me permet effectivement, de comprendre mieux. J'ai des mentors aussi, des gens à qui, je peux poser beaucoup de questions, qui sont passés par ces étapes-là et qui peuvent m'expliquer, comment être, successful aux États-Unis quand on est français, comment être successful quand on est, manager d'une équipe internationale. Voilà, donc parler, avec des gens qui ont eu ce type d'expérience et donc des lectures, spécifiques. Très clair. Et comment tu fais pour justement, quand tu es face à un interlocuteur, savoir comment lui parler? Tu parlais de, lui parler de façon plutôt, passive, active, être sur les points d'amélioration et cetera. Parce qu'il y a les cultures et puis les individus au sein des cultures. Donc, Mmh. comment est-ce que tu fais pour cerner les gens et t'adapter à chaque interlocuteur que tu rencontres dans ta Mmh. vie, professionnelle comme personnelle? Je pense que déjà il faut avoir, pour pouvoir faire ça, il faut avoir une grande capacité d'écoute, en gros. Donc c'est vrai que je pose beaucoup de questions et j'observe énormément. J'ai aussi, dans mon passé de consultante en stratégie, été formée à des, techniques, comment dire? De pouvoir analyser en fonction des gestes que font les gens, comment, ils sont en train de réagir par rapport à la situation. Donc Avec de la PNL, c'est ça? ouais, oui, je c'est exactement, PNL et donc ça, c'est super intéressant. Voilà et puis surtout,
je me sers de ce que je sais, de mes connaissances. Quelle est la meilleure manière de délivrer ce message-là? Est-ce qu'il faut que je sois très direct? Est-ce qu'il faut que je sois au contraire très indirect? Ça, c'est vraiment lié, grâce à la lecture, mais aussi à l'expérience. Tu évoquais la partie recrutement, bien composer son équipe. Tu disais Oui. aujourd'hui, toi, tu as une équipe d'une quinzaine de personnes. Je crois qu'il y a plus de 6 nationalités dans cette équipe-là. Euh, Mmh. Sur quels critères tu recrutes les acteurs qui évoluent avec toi au quotidien? Notre métier, hein, dans l'équipe business transformation, c'est, vraiment de travailler avec, les clients stratégiques locaux et donc pour pouvoir travailler avec ces clients stratégiques, sachant qu'on en a en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie et donc pour pouvoir, créer cette relation de confiance avec les clients stratégiques, c'est super important d'avoir des gens déjà qui parlent la langue et qui comprennent vraiment les enjeux, du pays. Donc, quand j'ai défini quels étaient les pays où il me fallait vraiment de la présence, locale, donc ça, c'était le premier exercice, hein, donc, en fonction, du business et des chiffres et après, c'était de travailler avec nos recruteurs locaux pour vraiment identifier, des personnes sur chaque territoire. Il y avait voilà la partie nationalité et puis après il y avait aussi, les soft skills pour pouvoir composer une équipe, avec donc, des talents, complémentaires. Forcément, c'est la nature du métier qui faisait que mon équipe devait être multiculturelle, mais je l'ai aussi, pitché comme une énorme force. Pourquoi? Parce que, notamment au moment du covid, où tout le monde travaillait en Zoom et il y avait très peu de liens, concrets entre les gens et donc du coup d'avoir, cette grande richesse, culturelle, ça a énormément aidé pour construire la confiance avec les équipes locales et les clients, locaux. Comment est-ce que tu fidélises? Parce que c'est bien de recruter, mais après, il faut conserver les talents. Quelles sont pour toi les clés de l'engagement au travail qui font justement, à travers, malgré un environnement de télétravail où tes équipes ne sont pas forcément toujours à proximité, tu arrives à créer du lien? Quelles sont les clés de l'engagement au travail pour toi? Alors là, pour le coup, j'applique une méthode vraiment américaine sur ce sujet, qui est, l'esprit d'équipe, boosté par, hem, j'ai appelé ma team la Magic Team. Pourquoi? Parce que, je reçois du feedback absolument tous les jours, des gens avec qui on bosse sur à quel point l'équipe elle a réussi à débrouiller une situation hyper difficile, on a réussi à faire gagner un contrat qui aurait été perdu sinon, donc voilà, pour moi, ça, c'est la magic touch de l'équipe et d'avoir, de créer cet esprit vraiment, «We're really good, we're really strong, we're really game changer, we're magic» et cetera. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les Français de l'équipe, au début, ils étaient un petit peu sceptiques, ils trouvaient que c'était un petit peu too much, en fait. Ouais. Mais au bout d'un temps, ils m'ont dit: «Mais en fait, c'est contagieux» et c'est vrai que c'est génial quand on sent que tous les membres de l'équipe sont convaincus qu'on a quelque chose we have something really special going on and we want that. We want to be in this winning, spirit. Donc voilà et donc ça, pour moi, c'est vraiment, ça vient enfin voilà, c'est quelque chose que j'ai appris aux États-Unis, hem, renforcer le succès par l'évocation, du succès. Oui, se mettre déjà dans une posture de succès et se dire que c'est cette posture-là qui amènera également le succès. C'est exactement ça. Le succès appelle le succès et avoir un mindset succès, le créer et je dirais même, ça le crée enfin, c'est un narratif qui ensuite est répété au sein de l'entreprise, donc c'est aussi ce qui devient l'identité de l'équipe. Ça, c'est un point que je mentionne toujours à mon équipe qui est «Own your narrative». If you don't own your narrative, people will tell the narrative at your place and you can't control what they will say Ouais, être et le donc maître de son histoire. être le maître de son histoire, exactement et notamment au moment du covid, c'était encore plus important, de maîtriser ce narratif. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus ton rôle et ton périmètre chez Dataiku et également le secteur d'activité dans lequel vous évoluez, ce que réalise aujourd'hui Dataiku au quotidien? Oui, donc Dataiku, on est une plateforme de data science et on permet vraiment, aux entreprises de toute taille de, mieux,
analyser leurs données pour prendre des meilleures décisions, plus rapidement, notamment grâce à la force du predictive analytics et du generative AI, là, plus récemment. Nous, mon équipe, on travaille en particulier avec les plus gros clients qui ont, mis en œuvre un effort de transformation, de leur manière, d'opérer, grâce à la data. Donc, cette idée que, la data science n'est pas réservée juste à une équipe de data scientists, mais que toute personne qui a accès à la data et qui a besoin de data dans son métier peut lui-même, faire ses analyses pour prendre des meilleures décisions ou pour aller plus vite dans son métier. Donc il y a des enjeux de productivité, des enjeux de décision. On a une vocation de conseil, donc on, permet à ces boîtes d'aller beaucoup plus vite, dans, leur, maturation, IA, et notamment en, mettant en œuvre des pratiques de change management, parce que l'IA, en fait, peut faire peur, hein. Il y a pour certaines personnes, ça évoque, bah, la prise de contrôle par les machines, ou, les gains de productivité qui veulent dire, ben, des licenciements. Alors qu'en fait, il y a une grosse partie de l'IA qui est juste sur l'augmentation de l'humain. En fait, ça permet d'aller, plus loin, plus vite, et de faire son métier de manière plus intelligente ou plus rapide, qui permet de libérer du temps pour autre chose. Tu es plus dans la stratégie aujourd'hui. Comment est-ce que tu le vis, le fait d'être passé de l'opérationnel, à la stratégie? Est-ce que c'est quelque chose qui te manque ou, comment tu agis au quotidien? Moi, je pense que ce qui est génial, c'est quand, tu as un mix des 2, en Oui. fait. Parce que, je suis quelqu'un qui a besoin de rester quand même très proche du contenu. Je sais que parfois, quand on atteint, donc le niveau de poste que j'ai, il est tentant de, par exemple, de plus du tout intervenir chez, les clients, ou plutôt, en gros, pour desserrer des mains, c'est un échange de titres. Je sais que moi, je fais l'effort de rest de d'avoir j'ai gardé des clients en direct. Pourquoi? Parce que c'est ma manière de rester très pertinente sur les sujets, d'être toujours confrontée vraiment à des vrais enjeux, et de pas, l'entendre de seconde main. Donc, Mmh. en quelque sorte, j'ai gardé une dimension opérationnelle forte. Alors, c'est aussi lié au fait qu'on est dans un secteur d'activité qui évolue énormément, et où, les enjeux, sont pas forcément les mêmes depuis, que j'ai rejoint la boîte il y a 4 ans. Donc voilà, c'est une manière de rester à jour, mais aussi, voilà, de conserver quand même une dimension, opérationnelle, qui pour moi me permet de mieux informer la partie stratégique. Comment est-ce que tu vois ton marché, ton secteur évoluer? Tu l'as dit, en 4 ans, depuis ton arrivée chez Dataiku, il a déjà énormément évolué. Comment est-ce que tu vois, les data science et l'IA évoluer, dans le monde de demain? Ce qui est super intéressant, c'est quand, je suis arrivée dans la boîte il y a 4 ans, on avait une vision déjà de démocratisation de l'IA, mais les personnes à qui on pouvait pitcher cette vision, c'était surtout des profils très techniques, c'était pas forcément, le métier. Donc penser des directions marketing, direction, risque, et cetera. Et ChatGPT, donc qui a été lancé, il y a presque 2 ans maintenant, a vraiment créé une mini révolution. Pourquoi? Parce que ça a montré, en fait, ce que l'IA pouvait faire à tout le monde, Mmh. et le côté quand même assez waouh, du generative AI, qui permet donc, bah, de créer du contenu, de manière instantanée. Et donc ça a créé tout de suite une appétence des comités de direction pour l'IA, et un peu aussi, une course, un gold rush, hein, voilà, où, c'est OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui crée de la valeur, et cetera. Donc un intérêt, décuplé pour la discipline, et par les profils qui peuvent le bénéficier le plus de l'IA. Parce que ce sont donc souvent dans le métier où sont prises ces décisions qui peuvent être, augmentées grâce à l'IA. Après, là où donc, on invite les entreprises à se méfier, c'est, utiliser la technologie pour la technologie, et oublier quel est l'objectif, au final. Donc on n'utilise pas le Gen AI pour le fait d'utiliser du Gen AI. Le Gen AI est une technologie qui permet de répondre à, des enjeux de création de contenu quand on fait une campagne email, et qu'on va être, par exemple, on va être super personnalisé. Voilà, mais c'est pas une fin en soi. Est-ce que tu as vécu un échec? Et est-ce que tu peux me raconter cette épreuve? Est-ce que tu as mis en place justement pour rebondir? J'ai beaucoup réfléchi à cette question, de l'échec, et bien sûr, comme tout le monde, j'ai connu plein d'échecs, plein de situations hyper inconfortables,
où, on se remet en question et on doit, aller un peu puiser quand même, dans ses ressources, et en fait, plutôt que d'évoquer une situation en particulier, j'ai immédiatement ce à quoi ça m'a fait penser, c'est une fois de plus comment les Américains réagissent à cette situation de l'échec et comment en fait, le fait de bouger aux États-Unis a complètement modifié mon rapport à l'échec. Donc D'accord. bon, moi j'ai le syndrome de la bonne élève, hein, voilà, 1re de classe, prépa et cetera. Donc effectivement l'échec, une peur terrible, mais qui du coup, heu, a comme impact qu'on veut pas prendre de risques. Quand on a peur d'échouer, en fait, on veut pas prendre de risques. Et là, j'arrive aux États-Unis, je mets mes enfants donc dans une école américaine et donc ils doivent apprendre un nouveau, skills et mon fils, se plante, lamentablement et je le vois, tout penaud et là, le prof lui dit: «This is a learning experience. Don't worry about it, voilà, focalise-toi plutôt sur ce que tu as appris plutôt que sur le fait que tu as pas réussi». Et là, pour moi, ça a été un aha moment où je me suis dit: «Mais en fait, c'est génial ce rapport à l'échec qui est, non, c'est pas, la fin de tout et faut se sentir mal et cetera. C'est une opportunité d'apprendre». Et donc, pour moi, je trouve ça hyper libérateur, en fait, de le voir, de cette manière-là. Alors je dis pas que c'est facile de l'appliquer parce que on va dire que la nature revient au galop, mais je trouve que c'est beaucoup plus sain comme, rapport, à l'échec. Oui, se dire que Mmh. il faut rebondir et c'est sa capacité à rebondir qui est jugée et qui est importante. Comment est-ce que tu continues de progresser aujourd'hui? Ouais, alors c'est une très bonne question, ça aussi parce que, pour moi progresser, je l'ai dit tout à l'heure, c'est notamment par, la lecture et par, en rencontrant des personnes. Aux États-Unis, c'est ça qui a été très riche aussi, c'est que je trouve que c'est beaucoup plus facile de rencontrer des gens de secteurs différents, des artistes, des chefs, des gens qui ont eu une carrière complètement différente et qui peuvent vraiment apporter un éclairage, complètement différent sur ce que je vis. Et comment tu les rencontres ces gens? C'est par des réseaux? Tu fais partie de réseaux, de clubs, de Oui, quel moyen tu tout as, à pour fait. rencontrer ces personnes qui ont des horizons différents? Oui, alors il y a plusieurs, manières. Donc une des manières, c'est, le club, donc notamment je fais partie de French Founders, Mmh. à New York, qui, donc regroupe quand même, beaucoup de gens, d'horizons très différents et là on voit quand même qu'il y a la puissance du club. Les Français à l'étranger, ils ont tendance à être très, solidaires et à vouloir, donc se rencontrer, se fréquenter, s'entraider. Donc ça, j'en bénéficie largement. Il y a aussi l'école, hein, c'est tout bête, mais donc là pareil, c'est une école internationale, donc ça permet de rencontrer des gens, voilà, de différentes nationalités et qui ont pas forcément, ouais, le même profil que le mien. Est-ce que tu as une citation ou une maxime qui te guide dans ta vie? Oui, alors j'en ai une, que j'aime particulièrement qui est, «Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, il n'y a que des décisions qu'on rend bonnes» OK. et donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que parfois quand on se retrouve confronté à un choix et on se dit: «Mais quelle est la bonne décision?» en fait et je sais pas, on cherche un peu des indices, des signes qui nous aident, à prendre la bonne décision. En fait, non, faut prendre la décision et la rendre bonne dans le sens où, ce qui se passe par la suite démontre que c'était la bonne décision à prendre et en fait, pour moi, ça met beaucoup moins de poids sur la décision elle-même, mais plus sur les actions qu'on peut mener, par la suite qui, découlent de cette décision et de s'assurer que, voilà, on est en phase avec ces actions-là. Et OK. je trouve que c'est aussi lié, à cette notion d'échec. Est-ce que la décision de partir aux États-Unis était bonne ou pas? Heu et ben, c'est avec les choix qu'on fait au quotidien parce qu'on est aux États-Unis, qu'on consolide cette décision et qu'on vérifie le fait que oui, c'était une bonne décision. Oui, se dire que même si à un moment tu prends une décision qui peut-être est une erreur, c'est la suc et par rapport à un objectif défini, c'est la succession d'actions qui suivra cette Ouais, première décision et une succession de décisions qui feront que tu arriveras,
à affiner, on va dire, et ajuster la mire pour arriver à l'objectif petit à petit. Quel est ton indispensable? Et je pense que dans le contexte de cette conversation, pour moi, l'indispensable, c'est The Culture Map. Mmh. Le nombre de fois où j'ai recommandé ce livre et où les gens m'ont dit: «Mais merci», parce que, d'avoir lu ce livre, ça m'a permis, en fait, de faire des années-lumière, de progrès en compréhension des différences culturelles et d'éviter des erreurs vraiment basiques. Et j'aurais vraiment voulu le lire au tout départ aussi, ce livre du Culture Map, même si, dans une certaine mesure, on peut lire tous les livres qu'on veut, c'est en expérimentant qu'on se rend vraiment compte, des gaps culturels. Mais notamment cette question du feedback, elle est tellement bien traitée, dans le Culture Map et donc voilà et effectivement, dès que je ressens des blocages, dans ma manière de communiquer, converser avec des collègues, j'essaie toujours de me rappeler de Culture Map et me dire: «Est-ce que je peux utiliser ce que j'ai appris dans ce livre pour comprendre et m'orienter dans cette situation-là?» Quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Un conseil qu'on m'a donné et que je donne, du coup, c'est, de s'entourer de mentors. Oui, t'en parlais au début. Oui, effectivement, j'ai parlé des de ces mentors, qui m'avaient aidé, dans des situations mais en fait d'être très proactif sur ce sujet et d'identifier au sein de sa boîte quelles peuvent être les deux trois personnes avec qui on peut, créer une relation qui n'a rien entre guillemets de hiérarchique ou pas forcément lié à un projet, c'est vraiment, sur la base donc de j'ai beso est-ce que c'est OK de me parler de ta carrière? Comment tu as fait certains choix? Ou de venir avec des problèmes spécifiques, des questions spécifiques pour avoir un éclairage. Déjà, c'est super utile pour ça, hein, pour pouvoir poser des questions, dans un cadre très bienveillant et où il y a pas d'enjeu de promotion, il y a pas d'enjeu, décision. Et ce que j'ai vu aussi, c'est qu'en termes de progression de carrière, d'avoir créé en fait ces liens privilégiés avec ces personnes-là, ça peut aider, aussi, ben, à avoir accès à d'autres opportunités ou ne serait-ce que d'avoir des gens qui te connaissent bien et qui peuvent parler de toi. Voilà. Est-ce que tu peux me recommander une personne pour un nouvel épisode de ce podcast? Mon beau-frère qui, travaille, dans, les usines de méthanisation et qui a D'accord. eu, l'occasion, de créer un certain nombre d'usines dans plein de pays différents. Donc il a fait notamment à Hong Kong, au Canada et en France OK. et c'est une des personnes avec qui j'adore parler justement des différences culturelles sur, comment, on, gagne un marché, dans ces pays, comment on travaille avec, les différents corps de métier, comment, donc lui il a un rôle de chef de projet, de chef d'orchestre et clairement, appréhender les différences culturelles, ça a été une énorme partie de son job, OK. donc voilà, je pense que ce sera un super bon candidat pour ce podcast. Super. Avec plaisir pour, échanger avec lui sur, les différences culturelles et j'imagine qu'il a également dû être confronté à de nombreuses situations, singulières. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter, Claire? Alors je suis sur, LinkedIn, Claire Gubian, donc chez Dataiku. N'hésitez pas, je serais ravie, d'échanger davantage sur ce sujet ou, d'ailleurs sur la data science. Super, bah, merci beaucoup, ça a été un plaisir d'échanger avec toi, Claire. Bah, merci Paul, de même. Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube ou ajouter 5 étoiles à votre plateforme d'écoute préférée pour soutenir cette émission. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir.